Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Soutenir la santé des dirigeants, qui est co-organisé par Présence Île-de-France et 9 services de prévention et de santé au travail. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine des rencontres santé-travail, une semaine nationale organisée par le réseau des services de prévention et de santé au travail Présence. Je suis Céline Roux, secrétaire générale de Présence Île-de-France, et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En Île-de-France, les rencontres santé-travail, ce sont 9 webinaires organisés toute la semaine à 11 heures et à 16 heures, des webinaires de 15 minutes qui sont animés par des experts de nos services de prévention et de santé au travail. Les rencontres santé-travail en Île-de-France, c'est aussi un événement exceptionnel qui se déroulera demain soir à partir de 18 heures au stade français, le stade Jean Bouin, en présence de Pascal Papé, donc ancien rugbyman et capitaine du 15 de France. Donc, je vous engage à vous inscrire si ce n'est pas encore fait, soit pour les autres webinaires ou aussi pour notre conférence de demain soir. Tous les replays et supports des différents webinaires seront disponibles sur le site internet de Présence Île-de-France, donc présence-idf.org. Je vais maintenant passer la parole à Thibaut Fleury et Hervé Baudeloc. Donc, Thibaut Fleury est directeur général d'Efficience Santé au Travail et Hervé Baudeloc, docteur Hervé Baudeloc, est médecin du travail au sein d'Efficience Santé au Travail et médecin coordinateur. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour commencer sur cette thématique, Thibaut, pourquoi la santé du dirigeant est importante à aborder? Alors, je crois que enfin on commence réellement à parler de santé aux dirigeants et je dirais qu'il y a urgence. C'est important et il y a urgence. On a quelques chiffres qui remontent de certaines études qui nous alertent sur la santé des dirigeants. On a plus de 6 dirigeants sur 10 qui évoquent des problématiques de santé. On en a plus d'un quart qui évoquent un risque de burn-out. Et donc, c'est une vraie alerte sur leur santé. Et quand on met en parallèle de ça une étude, je crois qu'il est de 2019, dans le prolongement des travaux du laboratoire Amaranc, on s'aperçoit qu'il y a une forte corrélation en fait, entre la santé des dirigeants et la santé de leur entreprise. Donc, quand on met les deux côte à côte, oui, on se dit qu'il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve des solutions pour que vous ayez des dirigeants en bonne santé. Ça, c'est le premier point. Le second point pour moi, c'est que on parle aujourd'hui pour les dirigeants beaucoup d'attractivité, de comment faire pour que l'on crée des conditions de travail. Ça a été renforcé d'ailleurs par la loi du 2 août 2021, créer pour nos salariés des conditions de travail qui soient idéales, qui soient attractives et respectueuses de leur santé physique et mentale. Et j'ai envie de dire pour ça, rien de mieux que l'exemplarité, c'est-à-dire qu'un dirigeant, s'il veut être capable d'impulser de bonnes conditions de travail, un équilibre de vie pro et perso digne de ce nom, encore faudrait-il qu'il se l'applique à lui-même et que on évite de tomber, ce qui est le cas de beaucoup de dirigeants, dans un syndrome du super-héros dans lequel il pense qu'il doit endosser toutes les responsabilités, tout faire, quitte à sacrifier sa vie perso et plein d'autres choses au passage. Donc voilà pourquoi c'est important de soutenir la santé des dirigeants et d'en parler. Merci beaucoup, Thibaut. Hervé, Thibaut a évoqué donc le pourquoi la santé des dirigeants est un sujet important à évoquer, mais quels sont les principaux risques pour leur santé? Alors merci Céline. C'est vrai que c'est important. On a vu l'enjeu d'être en capacité d'identifier les principaux facteurs de risque. Et je voudrais en particulier insister sur les facteurs de risque de ce qu'on appelle risques psychosociaux et en tout cas de santé mentale.
Si on veut prendre un petit peu de hauteur et revenir en tout cas à des concepts qui permettent de comprendre ces enjeux, il faut comprendre qu'il y a 7 grandes familles de facteurs en fait de risques à l'origine de risques psychosociaux. Le premier, on le comprend de manière un petit peu intuitive, c'est l'intensité et la complexité du travail. Précisément, quand on est un dirigeant d'entreprise, on peut être à risque d'être en surcharge de travail. Il y a une multiplicité de tâches, et ce d'autant plus que l'entreprise est petite et ça implique souvent d'être très fort en termes de polyvalence. Le dirigeant d'entreprise, il est à la fois le dirigeant, le DAF, le DRH, parfois l'expert métier. Donc c'est vrai que ça nécessite vraiment une adaptabilité. Il peut y avoir aussi une multiplicité, on le sait bien, des interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe. Une nécessité de prendre aussi des décisions rapidement, sans forcément avoir tous les éléments de compréhension, mais en tout cas, il faut être en capacité de décider. Et puis, il y a des interruptions, c'est un peu le corollaire de tout ça, des interruptions régulières, on appelle ça le zapping dans les tâches, qui sont là aussi connus pour être un facteur qui aggrave en tout cas l'intensité et la complexité du travail. Le deuxième facteur aussi, on le comprend facilement, ce sont les exigences émotionnelles. Là aussi, il peut y avoir une charge mentale qui est assez significative du fait d'une pression un peu économique et sociale. Et notamment, on a vu là avec les questions d'inflation et de tension sur les approvisionnements en matières premières. Et puis, également, dans les exigences émotionnelles qui sont souvent remontées par la dirigeante d'entreprise, c'est le fait de devoir faire toujours bonne figure, quelles que soient les circonstances. Et quand on a un visage qui, en tout cas, ne reflète pas forcément ce qu'on pense à l'intérieur de soi sur l'ensemble des situations, ça peut être un facteur aussi qui concourt à une certaine forme de risques psychosociaux. L'autre élément sont les rapports sociaux au travail dégradé. On sait que parfois, voilà, il y a un dialogue social qui est compliqué, il peut y avoir des circonstances de plan social, PSE, de difficultés économiques. Donc là, souvent, ça tend un petit peu les relations entre les individus, et ça, c'est bien sûr un facteur aussi complexe. L'élément suivant, pardon, ce sont les horaires aussi. On sait que quand on est dirigeant d'entreprise, on peut avoir des horaires de travail qui sont atypiques ou en tout cas difficiles. On pense notamment aux dirigeants d'entreprise qui sont en prise avec l'international, où il y a des différentes time zones. Il peut y avoir aussi parfois nécessité, en tout cas, de travailler le soir, le week-end en décalé. Et puis, voilà, une charge de travail, une quantité de travail qui est importante. Parfois aussi, on retrouve dans certaines études, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais une faible autonomie au travail, pardon. On a comme ça, là aussi, un peu intuitivement le sentiment qu'un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une très, très grande autonomie parce que c'est lui le patron. Or, il évolue pas tout seul dans un monde voilà, sur lequel il a prise. Là aussi, il y a des contraintes économiques, des contraintes administratives, des contraintes en termes de réglementation, voilà, desquelles il ne peut pas s'extraire et donc qui font que ça limite en tout cas son autonomie dans le travail. L'avant-dernier, c'est le contexte, on l'a un petit peu effleuré, d'insécurité socio-économique, hein. On sait qu'il y a une conjoncture qui est voilà, parfois compliquée et en tout cas qui nécessite que le dirigeant soit en capacité de s'adapter très rapidement. Et également, souvent, quand on est dirigeant d'entreprise, il peut y avoir aussi une rémunération qui peut être bien sûr très fluctuante en fonction des résultats de l'entreprise. Et enfin, le dernier, ça peut être aussi quelque chose qui est mentionné, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Donc là aussi, ça peut être parfois voilà, une difficulté à réduire quelque part la voilure, diminuer le nombre de personnes dans l'entreprise. C'est pas simple de se séparer des personnes quand il y a des difficultés économiques ou quand il y a des performances qui ne sont pas au rendez-vous. Donc tous ces 7 facteurs, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important quand on est dirigeant d'entreprise d'être en capacité de les identifier pour pouvoir minimiser leur impact et en tout cas avoir une forme de plan d'action derrière pour se sentir bien d'un point de vue santé mentale. Et justement, tu évoquais l'impact de ces différents facteurs de risque. Quand on n'a pas trouvé les modalités ou qu'on n'a pas pu gérer ces différents facteurs de risque, quels sont les symptômes qu'on peut voir apparaître sur la santé des dirigeants? Alors, c'est vrai que si ces contraintes, en tout cas, et ces différents facteurs de risque perdurent et s'ils ne sont pas contrebalancés par des effets positifs, on peut voir schématiquement en fait 4 types de symptômes arriver. Les premiers sont des symptômes que l'on classe dans les troubles cognitifs. C'est-à-dire très concrètement, on peut voir que le dirigeant d'entreprise peut avoir des problèmes de mémoire, peut réaliser des erreurs, en tout cas, dans son jugement. Il peut avoir aussi une difficulté à prendre des décisions. Il peut aussi avoir un trouble de l'attention, hein, et donc des difficultés de concentration.
Donc ça, bien sûr, c'est vraiment à rechercher dans un contexte de rupture par rapport à l'état antérieur. C'est-à-dire que vraiment, il y a, en tout cas, on peut s'apercevoir soi-même ou l'entourage peut remonter que véritablement, il y a une cassure par rapport à ce que faisaient les performances, en tout cas, qu'était capable d'afficher le dirigeant d'entreprise. À côté de ces troubles cognitifs, il peut y avoir des troubles émotionnels qui sont parfois plus complexes à identifier. Je pense notamment à l'irritabilité, à l'anxiété, une attitude un petit peu défensive, voire une attitude de retrait, hein. Parfois, on peut constater aussi une forme d'isolement social, de tristesse généralisée. Donc ça, forcément, surtout pour un dirigeant d'entreprise, ça peut avoir un impact, bien sûr, très négatif sur, non seulement sur sa santé, mais aussi derrière sur les performances de son entreprise. Et puis, traditionnellement, et souvent les gens le négligent un peu, il peut y avoir des troubles physiques. Donc là, ça peut être des symptômes extrêmement variables d'une personne à l'autre, hein. Notamment, je pense à des maux de tête, des lombalgies, souvent, hein. Classiquement, c'est vrai qu'on a tendance à dire j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos. Des tensions musculaires, articulaires, donc c'est les fameux troubles musculo-squelettiques qui ne sont pas uniquement liés, comme on peut le penser, à des contraintes biomécaniques, mais aussi qui peuvent être en lien avec des difficultés mentales. Des troubles de la digestion, des troubles du sommeil, qui est aussi là, bien souvent le premier symptôme qui est évoqué par les personnes. Donc c'est très important d'être attentif, notamment à son sommeil, et d'agir assez rapidement dès qu'on voit qu'on commence à être un petit peu perturbé sur ce point de vue-là. Et puis enfin, la dernière chose qu'on peut constater, c'est vraiment des troubles comportementaux, des changements comportementaux. Donc on a cité un isolement social. Je voudrais surtout citer l'addiction. L'addiction, ça peut être quelque chose qui est utilisé à la fois à visée un peu dopante, c'est-à-dire pour augmenter ses performances, mais qui peut être aussi utilisé, certains produits peuvent être utilisés à visée anxiolytique, donc pour diminuer l'angoisse. Et notamment, on le constate sur des produits comme l'alcool, hein, qui est bien sûr très facilement accessible à tout le monde. Et puis, il peut y avoir aussi voilà, une forme de renvoi sans cesse au lendemain, aussi en termes de comportement, d'incapacité à décider. Donc on voit à quel point ça peut être polymorphe, hein, extrêmement différent. Ce qui est important, c'est vraiment d'être attentif à soi et puis aux autres, hein, à l'entourage du dirigeant d'entreprise, et de repérer surtout, encore une fois, qu'il y a une rupture par rapport à l'état antérieur. C'est véritablement un changement dans la santé, l'état d'esprit du dirigeant qu'il faut pouvoir identifier le plus tôt possible pour pouvoir apporter des solutions. Merci Hervé. Euh, Cette semaine, donc, on est dans le cadre d'une thématique qui s'intitule La prévention des risques professionnels, un sport d'équipe. Thibaut, en tant que dirigeant de service de prévention et de santé au travail, est-ce que tu te considères comme un sportif de haut niveau? Alors, merci pour la question, Céline. Alors, je ne sais pas si je me considère comme tel. Il se trouve que j'ai été sportif de haut niveau et que je suis aujourd'hui dirigeant. Donc, je comprends que l'on fasse aujourd'hui souvent référence en fait, au sport de haut niveau pour parler du travail, pour le monde du travail. Euh, Ce qui est sûr, ce qui rapproche les deux, c'est la question de performance. Qu'on soit dirigeant, qu'on soit sportif de haut niveau, en fait, on recherche une performance dans la durée. Et en fait, à partir du moment où on parle de performance, le parallèle est tout à fait pertinent et on a sans doute des leçons à prendre et à transférer du monde du sport vers le monde de l'entreprise. Euh, Après, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant de se poser la question en quoi on peut en retenir quelques leçons. Et moi, j'ai envie de dire que la principale leçon du sportif de haut niveau pour le chef d'entreprise, c'est la première, c'est de se poser la question de la préparation. Un sportif de haut niveau planifie, prépare, il fixe ses objectifs. Donc, il y a un calendrier et ça veut dire que tout n'est pas fait au même rythme. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est progressif pour atteindre un certain niveau de performance. Et je laisserai Hervé parler sans doute de l'hygiène de vie, de tout ce qui tourne autour du médical dans le monde du sport qui est très important. Mais j'irai sur une donnée qui est fondamentale et qui dit assez fréquemment les dirigeants, c'est qu'une performance ne peut exister que si on gère des phases de repos. Donc, on a deux armes qui sont, enfin même trois armes qui sont identiques pour le sportif de haut niveau et pour le dirigeant. Il faut un plan, il faut planifier, il faut programmer, il faut des objectifs. Ça, c'est essentiel. Il faut de la préparation. On n'arrive pas comme ça n'importe où, que ce soit dirigeant ou
ou un sportif dans une compétition sans s'être préparé, et que en tout état de cause, quoi qu'il arrive, on ne peut faire de la performance que si on se repose. C'est une partie aussi essentielle de gérer son repos que de gérer l'entraînement. Et ça, c'est souvent oublié. C'est-à-dire, je reviens sur le syndrome du super-héros, on se met la tête dans le guidon et on essaye de tout abattre, de tout faire, donc on ne priorise plus. Et en fait, en fin de compte, c'est de la sous-performance qu'on va arriver à générer. C'est de la fatigue, c'est de l'usure. Et donc, beaucoup de dirigeants vont tomber en fait en épuisement professionnel parce qu'ils n'auront pas su gérer leur effort. Donc, en résumé, le sport de haut niveau, comme le fait d'être un chef d'entreprise, et je pense que voilà, j'ai la culture des deux, il faut gérer son effort jusqu'au bout, dans la durée, et c'est pas 10 ans ou 15 ans de carrière pour un dirigeant, c'est plutôt 40 ans. Donc, ne pas oublier ce facteur-là, se reposer pour performer. C'est l'enseignement que j'en tire. Ça, c'est d'ailleurs, si je peux poursuivre, ça, c'est la partie être très individuelle. Il se trouve que pour le coup, le dirigeant, il est sur deux niveaux. Il est sur le sportif de haut niveau en tant qu'individu, mais c'est aussi pour moi un entraîneur. Ça, c'est le deuxième parallèle qu'on peut faire, qui est très intéressant. C'est qu'un dirigeant, c'est aussi un sélectionneur, un entraîneur, quelqu'un qui doit amener son équipe à performer. Donc, il est là aussi pour prendre du temps avec son équipe, pour comprendre comment elle fonctionne, pour voir quels sont ses points forts, travailler sur ses points forts. Dans la culture française, bien souvent, trop souvent, un dirigeant s'écarte de ses équipes parce qu'il est focalisé par beaucoup d'autres choses, le client, la banque, etc. etc. Donc, là-dessus, il essaie de tout faire. Et il peut oublier de s'occuper de son équipe. Donc, s'il oublie ça, le risque là aussi, c'est qu'il s'épuise, qu'il ne mette pas en valeur son équipe, qu'il ne la mette pas en position de performer parce qu'il n'y aura pas d'entreprise s'il n'y a pas une équipe de collaborateurs qui est fédérée autour de son sélectionneur, entraîneur, qui est le dirigeant. J'aime bien le proverbe, souvent je suis sur mes proverbes, j'aime bien le proverbe africain qui dit, je crois, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ça devrait être la priorité aussi des chefs d'entreprise que de s'assurer que leur équipe est toujours pour eux. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. Justement, tu évoquais le repos, tu évoquais déjà des différentes pistes pour soutenir la santé des dirigeants. Docteur Hervé, est-ce que vous auriez une ordonnance de prévention pour soutenir la santé des dirigeants? Alors oui, ça a été évoqué, hein. C'est vrai qu'il y a les trois piliers, mais qui sont vraiment fondamentaux. Le premier, bah, c'est le sommeil. Alors c'est fondamental à deux titres, hein, parce que souvent c'est un des premiers signaux faibles, comme je l'évoquais, donc il faut vraiment pas le laisser passer. Et puis après, ça a un impact assez fort, hein. On sait notamment à titre d'exemple que le renouvellement des cellules de notre organisme il se fait au maximum entre 1 heure et 4 heures du matin. Donc si c'est un moment où vous dormez paisiblement, ça se fera de manière optimum. Si vous êtes en train de travailler sur des tableaux Excel, voilà, vous aurez un renouvellement cellulaire qui risque d'être un petit peu moins optimum, lui, pour le coup. Donc vraiment, le sommeil, encore une fois, ça nous permet de conserver une capacité d'innovation, de concentration, de mémorisation. Donc c'est véritablement fondamental. Le deuxième pilier, ça a été évoqué par Thibaut, c'est la nutrition, hein. Donc là aussi, alors en quelques minutes, c'est difficile de donner des conseils, mais en tout cas, c'est important et on sait à quel point alors, on dit, moi, je sais un proverbe, c'est pas africain, c'est un proverbe anglais, mais on dit cette phrase à chaque fois, c'est You are what you eat. Mais c'est véritablement, vous êtes ce que vous mangez, c'est complètement vrai. Ça veut dire que c'est important, là aussi, de faire très attention en termes de variété, manger des fruits, des légumes, d'éviter les aliments ultra transformés, dont on sait maintenant, là, de plus en plus, pour le coup, par des études qui sont mauvais en termes de risque cardiovasculaire, de diabète et de tout un tas de maladies chroniques. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et enfin, le troisième pilier, on en a parlé, hein, puisqu'on a parlé de sport, c'est bien sûr l'activité physique. L'activité physique, c'est bon pour l'organisme, ça, je ne fais pas un dessin. Et bien sûr, c'est bon aussi psychiquement, hein. On sait qu'on libère des endorphines, on sait qu'on va contribuer aussi au maintien d'un poids de forme acceptable. Et donc, ces trois piliers sont vraiment fondamentaux.
Mais je voudrais parler moi-même de quelque chose d'un peu plus large que ces piliers médicaux, qui est l'accompagnement médico-social. On a parlé des trois piliers médicaux. Il faut comprendre aussi qu'un dirigeant d'entreprise, ça doit être dans un réseau. Il faut absolument éviter d'être isolé. Et on sait à quel point le réseau, ça va être utile en termes de soutien informationnel et puis même de soutien psychologique, même si c'est pas fait par des personnes qui sont psychologues. Mais c'est vraiment très, très important. Là aussi, ça permet pour le coup de garder une forme physique, psychique sur du long terme. Et vraiment, peut-être que c'est un levier qui est parfois sous-utilisé. Et si tu permets, Hervé, je rajouterais que sur cet accompagnement-là, et pour sortir de l'isolement, je fais le Hum, lien, c'est que si nous sommes présents aujourd'hui, c'est au titre des services de prévention et de santé au travail, et que nos services ne se limitent pas aux travailleurs salariés, mais nous sommes là aussi à disposition des dirigeants pour les accompagner. Et je trouve que c'est important d'abord qu'on soit là, parce que et qu'on soit là pour eux et qu'ils viennent nous trouver aussi sur ces services-là. Un, parce qu'eux-mêmes ont besoin, on l'a vu sur les chiffres, on va dire que ce soit les mieux placés en termes de santé, et que je faisais état de la corrélation qu'il y avait entre la santé de leur entreprise hum. et leur santé. Il faut qu'ils prennent davantage soin d'eux. On est là pour ça. Donc, si, messieurs les dirigeants, vous prenez soin de vous, ça veut dire que vous allez prendre soin de votre entreprise et de vos salariés également. Ça, je crois que c'est un message fort qu'on peut donner. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a besoin de vous aussi, parce qu'on est vos conseillers, et pour vous conseiller, il faut qu'on fasse connaissance. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, pour tous les dirigeants. Donc, chaque fois qu'on arrive à établir un contact, un lien, qu'on arrive à se comprendre sur vos enjeux, à chaque fois, c'est un accompagnement de meilleure qualité qu'on va vous offrir à vous, qu'on va offrir à vos salariés. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter. On est un certain nombre de professionnels en attente de tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. A priori, nous n'avons pas forcément de questions en ligne auxquelles je n'ai pas pu répondre. Par contre, on peut peut-être se laisser une petite minute si certains participants souhaitent poser une ou deux questions pour que vous puissiez leur répondre. Si ce n'est pas le cas dans les quelques prochaines secondes, nous allons clôturer ce webinaire. Je vous remercie beaucoup. Encore merci Hervé, merci Thibaut. Je vous rappelle aussi que vous retrouverez le replay du webinaire sur le site internet de présence-île-de-france.org. Une participante a levé la main. Je vous rappelle que pour poser les questions, il faut les écrire dans le Q&R, dans le module Q&R. Vous pourrez poser toutes vos questions. Les micros ne sont pas ouverts en mode de webinaire. Donc, je vous laisse le temps d'écrire vos petites questions ou grandes questions dans le module Q&R. Et ensuite, Thibaut et Hervé pourront y répondre. Avec plaisir. On va tâcher de le faire. Je suis persuadée. Ah, il y a une demande de bref rappel des facteurs de risque. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, pas de problème. Alors, si encore une fois, ce sont les facteurs GOLAC, hein, probablement certains d'entre vous connaissent autour du call. Donc, si je dois les citer là vraiment rapidement en fin de webinaire, donc le premier, c'est l'intensité et la complexité du travail. Le deuxième, ce sont les rapports sociaux au travail qui peuvent être parfois dégradés ou contraignants. Le troisième, c'est la faible autonomie du travail, hein. Donc, comme je disais, c'est un peu contre-intuitif, mais il y a des contraintes aussi qui font qu'un dirigeant d'entreprise, bah, il peut avoir, dans une certaine mesure, une faible autonomie au travail. Le quatrième, ce sont les exigences émotionnelles. Le cinquième, ce sont les horaires de travail atypiques, difficiles, notamment en du week-end ou en lien avec le travail à l'étranger. Le sixième, ce sont les conflits de valeurs. Et enfin, le dernier, c'est l'insécurité socio-économique, donc le contexte économique voilà, qui Et oblige je, à s'adapter, en tout cas, pour le et je, dirigeant. et je pense qu'on pourrait rajouter dans les facteurs de risque des choses que nous avons évoquées. Il y a la sédentarité, Ouais. parce que c'est quelque chose qui vient alimenter tout le reste. Et puis, on a parlé d'isolement aussi.
qui est important. Donc, c'est vrai que le dirigeant est souvent isolé, donc c'est pour moi un facteur de risque. Donc, sa capacité à la fois à créer du réseau, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Hervé, est important. Et puis, il y a le respect aussi de sa vie privée, vie perso. Alors, ça a peut-être été évoqué dans les facteurs que tu venais de citer, mais c'est vrai que je reviens sur les stats, hein, beaucoup d'entrepreneurs sacrifient leur vie privée et ça, c'est source de déséquilibre et sur le long terme, on sait par expérience que ce n'est pas bon. Une seconde question, pourquoi il n'y a pas de suivi médical du dirigeant par la médecine du travail? Je commence, tu complètes, Hervé? Vas-y, oui, bien sûr. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi évolue à la vitesse à laquelle elle évolue, mais là-dessus, on n'y est pas. C'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, on parlait quasiment que du salarié. Aujourd'hui, on parle davantage de travailleurs au sens large. C'est pour ça que la loi du 2 août 2021 a inclus enfin les indépendants. La seule différence encore aujourd'hui, c'est qu'un salarié, c'est un suivi obligatoire. Le travailleur indépendant et le dirigeant, par définition, qui n'est pas salarié, c'est là aussi un suivi facultatif. C'est optionnel, c'est s'il le souhaite. Alors, il y a toujours du pour et du contre sur l'optionnel et sur l'obligatoire. L'avantage, c'est que si c'était obligatoire pour tout le monde, je pense qu'on arriverait à déceler et accompagner davantage de situations qui sont à risque et difficiles, et que ça nous permettrait aussi de faire comprendre l'enjeu de santé au travail dans les entreprises, qui est très important, qui est le plus important. L'avantage que ça soit optionnel, c'est qu'on a des gens, quand ils viennent, ils sont en besoin, ils comprennent l'enjeu, et donc on peut travailler plus facilement avec des gens qui savent de quoi ils retournent, qui ont envie de le faire, qu'avec des gens qui sentent juste l'obligation pesée sur eux. Voilà. Mais ça ne dépend pas directement du valeur. Oui, puis je pense qu'il y a ce que tu mentionnais aussi, Thibaut, c'est-à-dire que longtemps, enfin, le dirigeant, c'était quelqu'un qui se vivait lui-même comme un super-héros, un Superman, donc quelque part, il n'avait pas besoin de prendre soin de lui ni de sa santé. Donc là, on voit bien à quel point ça, c'est bien sûr une notion qui est fausse. Et ce type de webinaire, je trouve ça très positif parce que ça nous amène à insuffler justement cette idée que chacun d'entre nous, qu'on soit dirigeant d'entreprise ou pas dirigeant d'entreprise, en tout cas, c'est important qu'on prenne soin de sa santé. On aurait pu faire le parallèle de manière plus poussée sur la performance de l'entreprise et performance du dirigeant et puis des salariés. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience maintenant. Et j'espère qu'en tout cas, dans le futur, ça amènera de nombreux dirigeants à prendre peut-être soin davantage d'eux-mêmes et d'écouter leur corps, d'être à l'écoute des signaux faibles que l'on a mentionnés. Très belle conclusion. Merci Hervé. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Encore merci Thibaut, merci Hervé et Merci. bientôt Céline, pour un prochain webinaire. À très bientôt. Merci. bientôt. Au Au revoir. Au revoir. revoir.